Oui, alors merci à vous de m'avoir invité. Alors je précise que oui, je suis toujours au Sénat. D'ailleurs, c'est d'ici que je participe à cette visio. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser par avance de devoir vous quitter à la fin de mon intervention parce que je m'occupe aussi des questions d'actualité qui sont posées demain après-midi et donc je dois en rédiger quelques-unes. J'en suis vraiment désolé, mais je me tiendrai au courant de tout ce qui s'est dit après moi. Ça m'intéresse énormément. Et je vais peut-être rappeler aussi, parce que ça va faire sourire les participants, les circonstances dans lesquelles nous nous sommes rencontrés. Je viens de sortir un livre qui s'appelle Le futur, notre avenir de A à Z, qui est une sorte de dictionnaire du futur. Et dans les différents médias où je suis intervenu, j'ai eu tendance à fustiger les transhumanistes que je porte pourtant bien haut personnellement dans mon cœur, en disant que le discours transhumaniste dominant ne prend pas assez en compte l'environnement. Alors là, immédiatement, j'ai reçu les foudres de Marc, de Didier et de quelques autres qui m'ont contacté en me disant bah, « Tiens, chiche, tu vas voir qu'on ne prend pas en compte l'environnement. La preuve, on t'invite là, on va en parler. » Et on va essayer de faire avancer la cause transhumaniste de cette manière-là. C'est une très belle, je dirais pas surprise, parce que je le savais. Je sais que le courant transhumaniste est pluriel et qu'il y a, les transhumanistes, disons, sérieux, savent que la question environnementale est une priorité absolue qui doit être traitée pour que le progrès scientifique et technologique puisse perdurer. Cette parenthèse faite, je vais commencer mon petit exposé en étant, et rappelez-moi à l'ordre si je suis trop long, je vais essayer de tenir mes 10 minutes, je crois que c'est à peu près ça. Oui. Oui, si on me tient 10 minutes. Je vais essayer de tenir bien mes 10 minutes en vous disant que ce n'est pas un hasard si vous avez mis la question énergétique en tête de votre programme, parce que très souvent, on entend dans les médias, c'est toujours les discours dominants, la mousse médiatique qui véhicule des choses qui ne sont pas souvent exactes, donc disant que le monde de demain serait un monde totalement différent par rapport au passé, un monde d'intelligence artificielle, de data, de génétique, et tout ça, c'est vrai, mais à condition d'avoir de l'énergie. Et là, de ce point de vue-là, ça ne change pas par rapport au monde d'avant. L'énergie est première, c'est une question absolument clé, parce que si demain on n'a pas les ressources énergétiques, eh bien, il n'y aura rien, rien du tout, à commencer par pas de révolution transhumaniste, pas de fusion avec la machine, rien de tout ça. Tous ces rêves qui m'animent aussi ne pourront pas se réaliser si on n'a pas les moyens énergétiques. Alors, la question fondamentale, c'est la transition énergétique est-elle possible? Alors, je vais commencer par une bonne nouvelle, mais sans doute en êtes-vous déjà tous conscients. Oui, c'est possible. La moins bonne nouvelle, c'est qu'elle elle dépend de conditions extrêmement strictes et c'est ces conditions que je vais essayer d'examiner avec vous. Donc, on va essayer de voir à quoi pourrait ressembler cette transition énergétique de manière assez schématique, puisqu'on n'a que 9 minutes 30. Alors, une première chose à avoir bien en tête, c'est que la question de la transition énergétique, ce n'est pas uniquement comment décarboner notre énergie. Il y a une autre question qui est souvent, même tout le temps, négligée, c'est comment faire pour produire plus d'énergie. Et ça, c'est hyper important. La question énergétique est double, et donc le problème est double. Il va falloir demain générer plus d'énergie parce que demain, on aura encore plus de besoins énergétiques, et ça, c'est le principe même de la croissance. On a aujourd'hui besoin de plus d'énergie qu'il y a 20 ans, et on aura encore besoin de plus d'énergie dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, et en même temps, cette énergie, on doit la produire différemment. Cette double problématique rend la transition énergétique extrêmement difficile à mener, parce que plus on a besoin d'énergie, plus il est difficile de changer la nature de l'énergie qu'on produit. Je ne sais pas si je suis clair, mais de toute façon, je vais revenir dessus. Alors, quel est l'enjeu de la transition énergétique? Là, c'est pareil, je ne vais pas m'étendre longtemps parce que vous en avez parfaitement conscience. Je dirais que déjà, il y a un enjeu de survie, tout simplement. Cet enjeu de survie, il est double. D'abord, de survie économique, parce que la stabilité du système économique, ou plutôt l'instabilité du système économique qu'on connaît depuis 70 ans, est liée aux énergies fossiles. Vous le savez, la santé de l'économie est liée au cours du baril. Et donc, à un moment donné, il faut que notre économie arrive à s'affranchir de cette dépendance au pétrole, qui est une dépendance mortifère. Et encore plus fondamentalement, je ne vous fais pas un article sur le réchauffement climatique, donc la nécessité de décarboner notre production énergétique, parce que sinon, on va dans le mur du réchauffement climatique. Et je ne développe pas parce que je sais que vous avez parfaitement conscience du danger que ça peut représenter, du danger global, même du danger pour la survie de l'humanité. L'enjeu de l'énergie, c'est aussi une question d'élévation civilisationnelle. Alors là, je vais utiliser une notion que vous connaissez peut-être, surtout si vous êtes amateur de science-fiction, qui est l'échelle de Kardashev. C'est un astronome soviétique qui a imaginé comment on pourrait classifier les civilisations extraterrestres
les diverses civilisations pouvant peupler l'univers et qui a donc construit cette énergie en fonction de leur consommation énergétique. Donc, une civilisation de type 1 est une civilisation qui arriverait à optimiser l'exploitation énergétique de sa planète. De type 2, c'est une civilisation qui exploiterait la totalité de l'énergie de son système solaire, son système planétaire. De type 3, de sa galaxie, voire de type 4 de son univers, de type 5 de son multivers. Alors on peut rêver, hein, y a-t-il des civilisations multiverselles? Et la question qui nous intéresse le plus, c'est où se situe l'humanité sur cette échelle? Eh bien, Carl Sagan, qui est le père de l'exobiologie, parce que c'est un garçon poli, nous a situé à l'échelon 0,7. C'est-à-dire que nous tirons encore l'essentiel de notre énergie de plantes mortes, c'est-à-dire d'hydrocarbures, sans que cette exploitation ne soit durable. Donc, si on est moins poli, on pourrait dire que nous sommes encore une civilisation de type 0 et que tout l'enjeu de la transition énergétique, c'est d'arriver à monter dans l'échelle de Kardashev, au moins d'atteindre le stade 1, puis 2, puis 3, et au moins le stade 1 d'ici, dans les décennies qui viennent. Alors, les termes de l'équation de la transition énergétique. Selon moi, il y en a 3. Premièrement, c'est les énergies dont on dispose, les énergies en présence. Alors là, c'est pareil, dans les énergies en présence, on a 3 paquets. On pourrait les diviser autrement, mais bon, je vous demande de me suivre sur ces 3 paquets. Le premier, évidemment, c'est les énergies fossiles. Pas besoin d'épiloguer, il faut s'en débarrasser ou les exploiter différemment. J'y reviendrai. Deuxième paquet, c'est les renouvelables. Alors, dans les renouvelables, on pense spontanément à l'éolien, au solaire, mais ce n'est pas du tout l'essentiel des énergies renouvelables aujourd'hui. Aujourd'hui, la principale énergie renouvelable, c'est la biomasse, c'est-à-dire le bois, hein, renouvelable parce que le bois a absorbé du carbone et en brûlant du bois, on réinjecte le carbone. Donc, a priori, c'est neutre. Du moins, dans un monde où on ne massacrerait pas les forêts équatoriales, l'exploitation de la biomasse serait effectivement renouvelable et neutre en carbone. Mais vous avez d'autres types d'énergie renouvelables comme la géothermie, et puis j'ai cité évidemment l'éolien et le solaire dont on parle le plus. Et ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que toutes ces énergies renouvelables sont extrêmement limitées. Je peux vous donner l'exemple de la biomasse. Aujourd'hui, dans la biomasse, on compte les déchets inorganiques. Donc, bien évidemment, si on veut mettre en place un système durable, il faut enlever les déchets inorganiques dont la combustion n'est pas neutre en carbone. Les déchets inorganiques, c'est par exemple le plastique, hein, tout simplement, ou d'autres déchets. Donc, vous enlevez de la biomasse tous les déchets. Il vous reste les déchets organiques. Mais ces déchets organiques, dans un monde où on détruit encore de la forêt équatoriale, ne peut pas être considéré comme une énergie renouvelable. Et donc, le développement de la biomasse est intrinsèquement lié à l'arrêt de la déforestation. Vous voyez, donc, le développement de la biomasse, c'est une énergie renouvelable qui est majoritaire aujourd'hui, mais qui est limitée. Idem pour l'éolien et le solaire, dont les rendements sont faibles et qui sont aussi intermittents et irréguliers. Donc, le développement est très limité par ça, très limité aussi par les matières premières, les terres rares et les métaux rares qu'il faut utiliser pour exploiter tout ça. Donc, tout ça fait que les énergies renouvelables, je vais y revenir, ont un développement qui sera certes important à l'avenir, mais sur lequel on ne peut pas exclusivement compter. Et là, j'arrive à ma 3e type d'énergie, c'est le nucléaire. D'ailleurs, le nucléaire, j'en ai fait un 3e paquet indépendant, mais j'aurais pu le mettre dans les renouvelables parce qu'il n'y a pas de différence de nature fondamentale entre tous les renouvelables dont je vous ai parlé et le nucléaire. Mais admettons que ce soit un 3e type d'énergie. Et alors aujourd'hui, le nucléaire et l'énergie, vous allez croire que je suis payé par Areva, pas du tout, hein, je suis totalement indépendant, mais c'est aujourd'hui le nucléaire qui a un taux de retour énergétique, qui a le taux de retour énergétique le plus élevé. C'est quoi le taux de retour énergétique? C'est une notion extrêmement importante quand on parle d'énergie, c'est en gros combien je dépense d'énergie pour récupérer combien d'énergie. Si je mets un baril de pétrole pour avoir un baril de pétrole, ben très vite, mon exploitation pétrolière ne va pas être extrêmement rentable. Et donc, l'exploitation d'une énergie va commencer à être rentable à partir du moment où vous avez un taux de retour énergétique de 2, 3, 4, 5, etc. Pour vous donner une idée, au début de l'ère du pétrole, le pétrole, c'était 100. Ça veut dire que je dépensais pour exploiter mon pétrole un baril de pétrole et j'avais derrière 100 barils de pétrole pour un baril de pétrole. C'est vous dire si des fortunes ont été constituées. Aujourd'hui, l'énergie, la source énergétique qui a le meilleur taux de retour énergétique, c'est le nucléaire qui a un taux de retour énergétique qui est compris entre 30 et 60. Même le pétrole a un taux de retour énergétique qui est devenu extrêmement faible parce que l'exploitation du pétrole non conventionnel est très coûteux en énergie.
Et donc, on est autour de 20 aujourd'hui pour le pétrole et ça ne cesse de diminuer, ça ne cesse de chuter. C'est pour ça que le pétrole est de moins en moins rentable. Alors ça, je suis toujours dans les termes de mon équation. Premier terme, c'est les énergies en présence. Énergie fossile dont il faut se débarrasser, énergie renouvelable dont le développement est limité, énergie nucléaire qui a un bon taux de retour. Le deuxième paramètre de l'équation, le deuxième terme de l'équation, c'est très important, on oublie souvent d'y penser, c'est l'évolution de la consommation énergétique. C'est-à-dire demain, de combien d'énergie en plus on aura besoin. Ça, c'est fondamental parce qu'on ne peut pas penser à la transition si on ne pense pas ça. Alors, cette évolution de la consommation énergétique, elle dépend de deux facteurs qui sont des facteurs contradictoires. Le premier facteur, c'est la croissance, bien sûr. Alors, quand je parle de croissance, je parle de croissance économique et démographique. Ce n'est pas innocent. C'est-à-dire que plus il y a de gens, plus il y a de besoins énergétiques, même s'il n'y a pas de croissance économique. Alors, s'il y a de la croissance économique en plus, n'en parlons pas. La démographie va augmenter de 25% d'ici à 2050. Ce sont les prévisions de l'ONU qui sont toujours réalisées, ce sont les prévisions moyennes. Quant à l'augmentation du produit mondial brut, c'est-à-dire le PIB mondial, on ne sait pas, évidemment, on ne peut pas conjecturer. Si on a la même croissance qu'entre 2000 et 2020, on aurait besoin de 140%, 142 pour être précis, d'énergie en plus dans les 30 ans qui viennent, d'ici à 2050. Si la croissance est littéralement plombée, la croissance mondiale est littéralement plombée à 1,5% par an pendant 30 ans, on aurait besoin de 56% quand même d'énergie en plus. Vous voyez, c'est fondamental. Heureusement, la croissance, elle est contrebalancée par un autre paramètre qui est l'efficacité énergétique. Alors, c'est une variable clé qui est très, très mal connue, l'efficacité énergétique. C'est en gros combien on arrive à économiser d'énergie pour faire autant de croissance. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, si vous voyez bien, c'est comment on peut faire un point de croissance avec moins d'énergie. Alors, il y a plein de moyens de faire de l'efficacité énergétique. Quand vous isolez votre logement, vos bâtiments, vous faites de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire que vous avez le même rendu qu'avant, mais vous avez besoin de moins d'énergie pour avoir ce rendu. Alors, si la tendance actuelle se poursuit, des gains qu'on a observés au cours des dernières années, on peut avoir des gains d'efficacité énergétique de 80%, ce qui est fondamental, ce qui donne un espoir en fait de pouvoir mener à bien cette transition énergétique. Mais ces 80% c'est très peu probable parce que vous avez plein de raisons. Donc je vais aller vite parce que je vois que le temps file, mais on peut espérer conserver quelques gains d'efficacité énergétique, mais sans qu'ils soient aussi importants. Donc, si on prend en compte des hypothèses assez conservatrices, c'est-à-dire un taux de croissance faible dans les 30 années qui viennent, ce qui n'est pas du tout garanti, mais en 32, vous pouvez demain, c'est-à-dire dès l'année prochaine, avoir un fort rebond de la croissance, puis de toute façon, vous aurez de la croissance démographique, mais admettons que la croissance soit faible et qu'on maintienne quand même un taux d'efficacité énergétique assez important, on aura quand même besoin d'ici 30 ans, au minimum, de produire 25% d'énergie en plus par rapport à aujourd'hui. Alors ça, c'est très, très important parce que ça change complètement tout, vous allez voir. Le troisième paramètre de la transition énergétique, c'est le calendrier. En gros, selon les données du GIEC, pour arriver à mener en place une transition qui soit utile, il faudrait que nos émissions de gaz à effet de serre se réduisent de plus de 50%, de 56% pour être précis, en 2050. C'est-à-dire qu'ils commencent à baisser de 1,5% par an à partir de maintenant. Quand vous avez tous ces éléments de l'équation, vous me dites quand il faut que je m'achemine vers ma conclusion. Oui, Antoine, si tu peux aller vers la conclusion, en effet, c'est bien. D'accord. Alors, c'est dommage parce que j'avais 3 fois ça, mais ce n'est pas grave. On en refera d'autres. Donc, première conclusion extrêmement importante, on ne peut pas à la fois décarboner, dénucléariser et croître. C'est-à-dire, ça c'est hyper important, c'est pas possible. C'est juste physiquement pas possible. Donc, si vous dites qu'il faut décarboner parce que c'est la survie de l'humanité qui est en jeu, il ne vous reste plus qu'à choisir entre la croissance ou le nucléaire. Voilà. Et c'est fondamental. C'est-à-dire que quand vous avez des plans de transition énergétique sans nucléaire, c'est qu'en réalité, ce sont des plans de décroissance qui comptent sur ce qu'on appelle de la sobriété énergétique.
autrement dit du rationnement, parce que c'est l'autre nom hein, plus joli, la sobriété, du rationnement. Je vous passe sur les détails de comment organiser le rationnement, qu'est-ce qu'on limite comme activité, etc. Mais c'en est fini de notre civilisation. Et alors, les rêves transhumanistes, c'est pareil, c'en est fini. Je ne vois pas comment on accumule de la richesse, du savoir, de la technologie et de la science dans ces conditions. Ça ne devient pas possible. Autre conclusion, si on opte donc pour la croissance, on peut arriver à décarboner un peu, mais pas assez. Et c'est pour ça qu'on va avoir un besoin vital de technologie. Donc, la transition énergétique, parmi toutes les transitions environnementales, c'est celle qui va le plus dépendre de la technologie, mais je crois que c'est votre sujet, et particulièrement de 3 révolutions technologiques, et je vais conclure là-dessus. La première révolution technologique, ça va être la révolution du stockage de l'énergie. Alors, on entend beaucoup parler des batteries, mais ce n'est pas du tout le seul mode de stockage. L'hydrogène, dont on parle énormément, c'est un mode de stockage, c'est-à-dire la transformation de l'électricité en une autre forme d'énergie. Ça peut être du gaz, ça peut être chimique, là ce sont les batteries, mais ça peut être aussi de l'énergie gravitaire, si vous faites des rétentions d'eau, d'autres systèmes qui permettent de créer de l'énergie gravitaire. Donc, première énorme révolution, c'est celle du stockage de l'énergie. Deuxième révolution, c'est celle du nucléaire de nouvelle génération. Il est possible de faire des réacteurs nucléaires à fission qui sont révolutionnaires, c'est-à-dire qui ne font pas de déchets et qui ne sont pas dangereux. C'est possible. Je ne suis pas sûr qu'on aille dans cette direction parce que ça va coûter beaucoup d'argent. Et surtout, on va compter sur la fusion nucléaire qui serait opérationnelle autour de 2050-2060. Je pense qu'on va directement passer de notre mauvaise fission à la fusion nucléaire. Et ça changera le monde. Et le troisième type de révolution fondamentale attendue, c'est celle de la captation du CO2, d'abord à la source, et ensuite dans l'atmosphère, qui nous permettrait, à partir de 2050, de mener à bien une véritable géo-ingénierie, c'est-à-dire en captant le CO2 dans l'atmosphère, de revenir sur le processus de réchauffement climatique. J'en arrête là, puisque je crois avoir fait mon temps ou un peu excédé. Si vous avez des questions, je vous écoute. On est aussi frustré que toi, j'ai l'impression, parce qu'on comprend bien qu'on aurait pu développer considérablement, mais je pense que c'est voilà, quelque chose comme une première prise de contact, j'espère le début de réflexion commune qui pourront aller beaucoup plus loin. Écoute, si tu ne peux pas nous suivre aujourd'hui, par contre, on te donnera les liens pour que tu puisses regarder ce que devient la suite de notre travail et comme ça, pour envisager donc des suites à ce que nous venons de commencer. À très bientôt, j'espère. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Nous allons enchaîner rapidement parce qu'en effet, nous avons perdu